Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur la relation client. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Samuel Dumas qui va animer cette conférence digitale. Avant de lui laisser la parole, juste quelques précisions. Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation et entre chaque section, on prendra le temps d'y répondre. Pour ce faire, il vous suffira de la rédiger dans le volet questions-réponses en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite. C'est l'icône avec les deux bulles et le point d'interrogation. Moi, je vous mettrai de toute façon une petite notification pour que vous voyez où se trouve le volet. Sans plus tarder, je laisse la parole à Samuel. Merci Nicolas et bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire matinal. On est parti pour une petite heure ensemble et on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur la relation client. La relation client aujourd'hui elle est au centre des échanges entre les entreprises et leurs clients. Qu'est-ce qui se passe entre le client et l'entreprise? Et cette relation elle est en train d'être complètement bouleversée et en plus accélérée par la crise du Covid qui fait que les échanges aujourd'hui se digitalisent. Donc on est de plus en plus sur une forme éloignée, on va dire à distance de cette relation. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui arrive à des niveaux de maturité qui bouleversent complètement cette relation. Et en fait, on peut s'interroger quelle reste la place de l'humain, quelle est la place de l'homme dans ce nouveau dispositif, dans ce qu'on appelle le monde de demain. Alors vous dites, c'est qui celui qui est en train de me parler? Donc je suis Samuel Dumas, je suis coach formateur en transformation digitale et donc je suis membre de Perspective Numérique 10. J'ai travaillé pendant pas mal de temps dans des agences de communication sur Peugeot et puis Colgate-Palmolive. Et aujourd'hui, donc j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en tant que coach et puis dans un organisme de formation qui s'appelle Acadie où notamment j'ai comme client le ministère des Armées et la Technopole de l'Aube. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit jeu. On est tous habitués aujourd'hui à sortir notre smartphone pour soit se faire scanner le pass sanitaire ou scanner voilà, des affiches ou des menus dans les restaurants. Je vous invite à scanner ce QR code. Donc, vous pouvez sortir votre téléphone et puis, normalement, ça doit apparaître. Si vous mettez en mode appareil photo et vous scannez ce QR code que vous avez face à vous, normalement, vous avez un lien qui va apparaître et c'est un petit sondage, en fait. C'est un petit quiz pour commencer. Donc allez-y, voilà, je vous laisse sortir votre téléphone. Voilà, si vous scannez, hop, vous pouvez apparaître sur le petit bouton QR code. Allez sur le site et normalement, vous avez accès au questionnaire. Sinon, est-ce qu'on a un chat aussi peut-être où on peut mettre le lien? C'est pas Nicolas? Oui, je peux mettre le lien, Samuel. Il suffit que tu me l'envoies. Je vais le copier. C'est bon, je l'ai sur les slides. Je vais le copier pour tout le monde. Alors, conversation, je vous mets le lien dans le chat. C'est plus simple aussi. C'est bon, je l'ai bien eu, Samuel. Hein, tu peux. Parfait. Donc là, on va voir vos réponses. Il n'y a pas de réponse pour le moment. Je peux vous remettre la slide. Laisse un petit peu de temps, allez-y. Hein. Soit par le QR code, soit directement par le lien que vous trouvez dans le chat. C'est la petite bulle en haut de Teams, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a des résultats? Bon, pas de réponse. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire le quiz. En tout cas, ce n'est pas très grave. On va continuer comme ça. Alors, on reprend. Nicolas, tu vois mon écran? Oui, c'est bon, tu peux poursuivre. Bon. On a bien le retour écran. Donc, en gros, c'était un petit quiz pour vous demander si vous aviez déjà rencontré des problèmes avec les centres de relations clients. Et généralement, ce qui sort de cette enquête, ça correspond à l'enquête qu'on a régulièrement dans les enquêtes de satisfaction à plus grande échelle. Hein, c'est que les centres de relations clients génèrent de l'insatisfaction. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des interfaces, on va mettre en place des structures pour améliorer la satisfaction client et ça fait l'effet inverse. Alors, déjà dans le contexte, comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une relation client?
Alors, si on regarde la définition, en fait, c'est un moyen d'échange et de communication. Donc, on voit bien échange, ça va dans les deux sens, entre une entreprise et ses clients par tous les moyens. Donc là, le chat, le téléphone, l'email, la visio, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ça rentre dans de la relation client dès qu'on a un point de contact. Et le but, c'est de le fidéliser et puis aussi d'augmenter l'activité, augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, ainsi que sa réputation. Plus elle a une réputation élevée, plus les clients sont contents, plus ils vont en parler autour d'eux, et on est dans un cercle vertueux. Mais comme je vous disais, donc normalement ce petit sondage du début le montre à travers vos réponses, mais l'IFOP nous dit la même chose, hein, les services clients génèrent de l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'on a 99% des gens qui nous disent qu'ils ont eu à se plaindre d'un service client. Ça fait l'effet inverse. On est sur une relation qui ne répond pas à ses objectifs. Pourquoi ça a été fait? Parce qu'en fait, c'est très complexe. Les clients, en fait, ils nous disent « vous ne me connaissez pas ». En fait, les clients, ils acceptent plus des messages qui sont généralistes. Ils veulent des choses qui s'adressent à eux. Ils veulent pas que des choses qui s'adressent à tout le monde. Ils veulent une approche personnelle, personnalisée. Après, ils nous disent on n'est pas connecté. En fait, ce qu'ils veulent, c'est interagir avec la marque par le canal de communication de leur choix, pas le canal qui leur est imposé de dire allez sur notre site internet. Non, moi je veux être au téléphone. Ou il y a un chatbot. Oui, mais non, mais moi je veux parler à un humain. Voilà, c'est les gens choisissent. Et si on impose ce canal de communication, là, les clients ne sont pas contents, ils sont insatisfaits et ils trouvent qu'il y a un manque de connexion, nous dit les enquêtes de BCG. Et puis, il dit c'est trop compliqué. En fait, soit aller sur les FAQ, lisez notre forum, c'est trop compliqué tout ça. En fait, aujourd'hui, les clients, ils veulent des choses immédiates, tout de suite, sans se compliquer la vie. Et on y reviendra tout au long de cette matinée, c'est-à-dire que simplifier l'expérience client, le sans friction, toute cette partie-là, c'est ça qui va générer de la valeur et qui va générer de la satisfaction client, donc finalement d'atteindre l'objectif de ce centre de relation client. Ce qu'on voit, c'est que les clients, en fait, quand on travaille sur le NPS, Net Promoter Score, donc c'est un indice de satisfaction client, en fait, on va poser une seule question aux clients, donc dans les enquêtes, et on va leur demander dans quelle mesure seriez-vous prêt à recommander mon entreprise ou mon service à vos amis? C'est pas est-ce que vous étiez content du sourire de la vendeuse ou vous avez bien dormi dans votre hôtel. Non, c'est est-ce que vous seriez prêt à recommander ce service à vos amis? Vous êtes prescripteur, vous vous engagez. Et à travers cette question, ça permet de mesurer dans quelle mesure on est vraiment satisfait de l'expérience qu'on a eue, tellement on est content, on est prêt à le recommander à nos amis. Ouais, ce filtre qu'on fait, on s'engage nous-mêmes, c'est quand même beaucoup plus engageant que d'avoir un simple « est-ce que vous étiez content, pas content ?» Et ce NPS, en fait, il est positif, surtout dans le domaine de la banque assurance, uniquement quand on est dans du face-à-face. Les meilleurs scores, les meilleurs NPS, c'est quand on va créer du lien physique. On va pouvoir se rencontrer. Et dans ces moments Covid, c'est compliqué de recréer ce lien. Donc, on peut faire de la visio, des échanges, en tout cas, au moins parler avec une vraie personne. Ça, c'est ce que les gens demandent et c'est là où ils vont dire « oui, c'est ça que je recherche et c'est ça où je vais donner le meilleur score de satisfaction client ». C'est le face-à-face. Ça, c'est ce que disent les gens. Mais ce qu'ils font, là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où ce que je dis, oui, moi, je veux du lien physique, mais dans les faits, les services en ligne, ils cartonnent. Boursorama, Luco pour l'assurance maison, Alan, ça c'est pour les mutuelles, 80 000 clients en à peine 3 ans. Le Drive, aujourd'hui, le Drive, ça a été multiplié par 4. 2,5 millions de foyers se sont mis à faire des Drives. Et puis Amazon, le grand gagnant du Covid, l'achat en ligne en général, Amazon numéro 1, avec une croissance de 40%. Les gens ils disent oui, je veux du lien physique, je veux rencontrer mes vendeurs, je veux rencontrer mes commerçants. Mais dans les faits, les gens, globalement, ils achètent quand même beaucoup en ligne. Et ça a été accéléré, c'était déjà là, ça n'a pas été inventé par le Covid, mais ça a été accéléré par le Covid. Donc on assiste à ce qu'on appelle une dichotomie, c'est-à-dire entre ce que je dis et ce que je fais. Et dans la réalité, il y a beaucoup plus de digitalisation que ce que je dis un peu dans une vie. Oui, j'achète bio, je vais chez mon commerçant local, et puis en fait, on achète en ligne. C'est un peu bizarre entre ces deux aspects, mais regardons la réalité des chiffres, comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et bien sûr, ça c'est possible parce qu'on a
une société qui est digitale, qui existait déjà avant, mais surtout, le Covid nous a montré que c'était possible. Les réseaux ont tenu. Et ça, c'est très important, parce que quand on s'est tous mis à faire du télétravail, ça marchait quand même. Il y a eu peut-être des lenteurs, des choses un peu compliquées, mais globalement, on n'a pas eu une panne Internet mondiale ou même en France pendant une semaine. Ça a continué à fonctionner. L'infrastructure était là, elle a résisté. Et puis, on a les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui nous permet d'accéder à ces nouveaux types de relations qui voilà, existaient déjà avant, mais qui ont été amplifiés par le Covid. Faire du WhatsApp, moi je pense à ma belle-mère qui n'était pas du tout sur WhatsApp avant, eh ben, elle s'y est mise, et puis aujourd'hui, ça continue. En fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Parce qu'en fait, on a un parc de smartphones qui est là, 2,8 milliards de smartphones dans le monde. Les internautes, voilà, pratiquement tout le monde, si on enlève les bébés, et puis les personnes très âgées, sont sur Internet. Et Facebook, aujourd'hui, ce lien Facebook, on pourrait le voir comme le premier pays du monde avec 2,7 milliards d'utilisateurs. Facebook est aujourd'hui en train de vieillir, hein. Facebook, c'est les plus de 35 ans. C'était un peu notre jeunesse, mais aujourd'hui, ça vieillit avec nous, on va dire. Plus de 35 ans Facebook. Et en fait, plus de 35 ans, bah, c'est ceux qui ont les moyens d'acheter, de consommer. Et c'est quand même important en termes de portefeuille de valeur pour pouvoir dépenser. Et Facebook l'a bien compris, on le verra quand ils sont en train de préparer leur propre monnaie, leur crypto-monnaie Facebook. Et encore plus fort, c'est que Facebook, ils ont eu une croissance de 12% avec le Covid. Il y avait des gens qui n'étaient pas sur Facebook, qui se sont connectés, qui se sont créés un compte. Et puis surtout, c'est toute la galaxie, hein, avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus Rift. Ils travaillent sur des univers en réalité virtuelle, donc la suite de Facebook qui sera dans un monde virtuel à travers les casques. Tout ça, ça se prépare parce qu'ils ont bien compris qu'on était des consommateurs aussi et qu'ils veulent faire un monde captif. Et puis le monde s'accélère parce qu'on a des technologies qui se succèdent mais ne se remplacent pas. C'est-à-dire que ça vient s'additionner, comme des couches qui s'empilent, et on garde les couches précédentes. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est combien de temps a mis une technologie, un service, pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. 50 millions d'utilisateurs. Nicolas, à ton avis, ça a mis combien de temps le téléphone? Combien de temps le téléphone a mis pour atteindre 50 millions? Ah, on n'entend pas, il n'y a pas de son. C'est difficile à dire. Allez, je dis au hasard, je dirais de 3 ans, je ne sais pas. 3 ans? Je sais pas, ouais. D'accord. En fait, c'est entre le moment où on a inventé le téléphone jusqu'à les 50 millions d'utilisateurs. Entre Graham Bell, Graham Bell qui invente le téléphone, en gros, il appelle son copain, et puis de réussir à avoir 50 Ouais, millions une dizaine d'utilisateurs. d'années, allez, une dizaine d'années. Ouais, c'est 75 ans. Voyons. 75 ans, parce qu'en fait, il fallait faire des tranchées, tirer des câbles, l'infrastructure du câble, enfin du cuivre, après de mettre la paire de cuivre chez les gens, etc. Donc, c'était des travaux gigantesques pour atteindre 50 millions, brancher 50 millions de foyers. C'était des travaux extrêmement importants. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle l'effet Metcalfe, c'est-à-dire que si, je sais pas, tu as des amis, mais personne n'a le téléphone, ça ne sert à rien que tu t'équipes en téléphone, en fait. Il fallait un déclencheur de se dire l'effet de réseau, l'effet de groupe, de se dire, ah oui, je commence à envisager que ça devient intéressant pour en téléphone. Si j'ai personne à qui appeler, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, Internet, à ton avis? Nicolas? On n'entend pas. Je te disais 40 ans, Samuel. Ouais. 40 ans pour l'Internet? Ouais, on est à 75 ans pour le téléphone. Alors, Internet, c'est un peu plus rapide. Eh bien, Internet, c'est 7 ans. Ouais, c'est allé quoi. beaucoup, beaucoup plus vite. Ça s'est accéléré parce qu'en fait, l'infrastructure était là. C'est facile, en fait. Finalement, on avait l'ordinateur, on avait le téléphone de la maison et on l'a vécu, l'arrivée du modem, le fameux crashouillis et tout. C'était pas très compliqué. En fait, il fallait acheter un modem, un abonnement Internet. Puis voilà, c'était fait, quoi. Il n'y avait pas toute l'infrastructure à refaire et l'infrastructure technique était là. Et la prise de téléphone était chez nous. Je regarde là parce que ma prise est là. Mais voilà, c'était beaucoup moins compliqué que de brancher 50 millions de personnes au téléphone. Et Facebook, alors, combien de temps pour 50 millions? Facebook, on dirait, allez, en 3 ans.
Oui, très bien, 3 ans et demi. En plus, Exactement, c'était 3 ans et biaisé demi. parce que tu as mis des barres violettes qui Voilà, sont c'est de ça. plus en plus petites, je viens de Ça aide voir. un petit peu. C'est pas tout à fait à l'échelle, mais voilà, c'est la moitié d'arrivée d'Internet, hein. Parce que vous voyez bien qu'en fait, ça repose sur les couches précédentes et ça n'a pas annulé. Au contraire, ça a amplifié, ça a accéléré le déploiement pour que Facebook existe, pour qu'Internet existe, pour qu'Internet existe, que le téléphone existe. Donc on est sur système d'empilement. Et le record mondial absolu, bah, c'est Pokémon Go. Pokémon Go qui a été en 19 jours. 19 jours seulement pour atteindre les 50 millions d'utilisateurs, bien sûr, avec une propagation virale qui s'est faite par les réseaux sociaux, qui repose sur Internet et le téléphone. Vous avez compris le principe. Et après, en fait, c'est pas tout à fait juste. Le record vraiment absolu d'atteindre ces 50 millions, en fait, c'est l'application Tous Anti-Covid en Inde. Et voilà, les gens sont équipés de l'application Tous Anti-Covid, mais c'est vraiment national, on va dire, lié à l'Inde, pour aller encore plus vite que seulement 19 jours. Et puis, c'est sous l'impact du Covid. Mais on va dire en service grand public mondial, aujourd'hui, c'est ce record-là qui s'accélère. On le voit bien, à chaque fois, ça va de plus en plus vite. Et on s'attend bien sûr à ce que ce record de Pokémon Go soit pulvérisé par TikTok. Des fois, on me dit TikTok, c'est pas TikTok qui était très chinois au début. Et donc, ça a mis un peu plus de temps. Mais effectivement, il y a des applications qui vont arriver, qui vont pulvériser ces records-là. Et puis ce monde, il accélère aussi par rapport à la puissance de calcul qu'on a dans nos ordinateurs. Là, tu vois à gauche, c'est l'ordinateur de bord qu'avait Neil Armstrong dans son module pour atterrir sur la Lune. Donc c'était, on va dire, l'ordinateur portable, hein, module lunaire à l'autre bout de, de l'espace, pour atterrir sur la Lune, donc un super ordinateur portable de l'époque. À ton avis, l'ordinateur normal, hein, cet ordinateur qu'on a devant nous aujourd'hui, il est combien de fois plus rapide, combien de fois plus puissant que l'ordinateur de bord qu'avait Neil Armstrong pour atterrir sur la Lune? Alors ça, c'est un sujet que je connais un peu mieux, hein, puisque j'ai fait une thèse en cybersécurité. Donc, on a la loi de Moore qui s'applique, hein, c'est-à-dire que tous les ans, on double, je crois, la vitesse de calcul des processeurs. Ah, alors, je me souviens plus de cette loi, mais donc, je dirais, allez, on a multiplié parfois par 100 par rapport aux premiers ordinateurs et ceux qu'on a aujourd'hui, la vitesse, si ce n'est pas plus, hein, on pourrait faire Mhm. le calcul, mais c'est gigantesque. C'est ça, en fait, c'est quand on regarde la vitesse de l'horloge du processeur, qui était à 0,00004 GHz, et aujourd'hui, donc c'est assez beaucoup plus, en fait, c'est 100 000 fois plus. Ouais, c'est ça. 100 000 fois plus. Avec notre ordinateur, vous voyez, c'est 100 000 fois plus fort que ce qu'il y avait déjà à l'époque, c'était le top du top. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec nos ordinateurs? Bah, finalement, entre du Word et des photos de chat, bon, c'est dommage en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une puissance de calcul phénoménale avec des gens avec 100 000 fois moins, on fait des choses fabuleuses. Donc, voilà, ce que je veux dire à travers ça, c'est bah, allez-y, inventez le nouveau module lunaire, quoi. On a des choses qui sont 100 000 fois plus rapides, plus fortes par rapport à ce qu'il y avait autrefois. Ils ont fait des choses 100 000 fois mieux, on va dire, que écrire un mail, quoi. Il faut voir aussi que la data, la donnée, c'est une nouvelle matière première. Tout repose aujourd'hui sur cette donnée, ce qu'on crée en fait tous les jours. Il faut regarder l'évolution des matières premières. Pendant des millénaires et encore aujourd'hui, la matière première, c'est la Terre. La Terre est une matière première. Les grandes fortunes sont les propriétaires terriens qui vont voilà, faire travailler des gens pour exploiter la Terre. Et puis les paysans, voilà, ça crée de l'emploi aussi à travers l'exploitation de cette matière première. Puis vient l'âge industriel, donc au 19e siècle, 20e siècle, par rapport à l'arrivée du fer et du pétrole. Le fer va créer l'industrie automobile, le pétrole, bah, il faut bien alimenter les voitures en essence. Donc c'est ensemble ces deux matières premières qui vont créer l'âge industriel. Et aujourd'hui, dans l'âge de l'information, bah, cette nouvelle matière première, c'est la data. Et on est dans cette ère, cet âge de l'information aujourd'hui avec une nouvelle matière première qui nous arrive, qui est la donnée. Il faut vraiment la voir comme du pétrole, comme du fer, comme de la terre. C'est une matière première. Et ce que nous dit Alec Ross, donc Alec Ross, c'était le conseiller en innovation du gouvernement Obama, dans son livre Les futurs de l'industrie, vraiment que je vous conseille, il nous dit ceux qui maîtrisent la data sont ceux qui créent le futur de l'industrie. Donc dans vos business, quand vous regardez ce matin, peut-être se dire qu'est-ce que je fais comme métier et quelles données je collecte, qu'est-ce que j'ai, et puis surtout comment je l'exploite. Et ça, c'est ce que nous dit l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information.
Les données sont à l'entreprise ce que le cerveau est à l'homme, mémoire et intelligence. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait, mémoire, c'est tout le patrimoine, c'est tout l'histoire, l'historique, tout le passé finalement de notre entreprise. Et intelligence, c'est comment je l'exploite, comment je fais parler ces données, comment je les combine les unes avec les autres pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services et de la nouvelle satisfaction client. Donc la donnée, mémoire et intelligence. Donc mémoire aussi, c'est comment je le stocke, comment je la sauvegarde, et intelligence, comment je rajoute cette couche par-dessus pour traiter ces informations. Et là, on se rapproche de l'intelligence artificielle. Donc, si on regarde ceux qui changent le monde à l'époque agraire, bah, c'était les rois, les empereurs, Jules César qui fait les voies romaines, Napoléon le code civil. C'est des gens qui ont façonné le monde à leur époque, qui continuent encore aujourd'hui. Ça a encore des impacts. On vit encore avec ces décisions, cette vision, on va dire, de l'époque, qui ont tracé des choses qu'on continue à voir aujourd'hui. À l'époque industrielle, c'est le politique et les entrepreneurs, on va dire, les grands industriels comme Henry Ford avec l'industrie automobile, qui dit quand même les gens, faut qu'ils puissent s'acheter eux-mêmes la voiture qu'ils produisent. Donc ça monte aussi au niveau de salaire, d'attente des consommateurs et des salariés. Et puis Kennedy, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui va dire dans 10 ans, on va sur la Lune. Et en disant ça, il crée l'industrie aérospatiale et il va mettre aussi les moyens financiers gigantesques pour créer une industrie et surtout être en contre avec la Russie, qui était déjà en avance à l'époque. Et à l'âge de l'information, c'est qui en fait ces gens qui changent le monde? Nicolas, qui c'est qui te vient en tête quand on dit aujourd'hui dans cet art de la data, qui sont ces nouveaux visionnaires? Je sais, ça c'est un sujet que je maîtrise moins, Samuel, je ne saurais pas dire. C'est les GAFA, hein, Google, Oui. Apple, Facebook. C'est eux qui maîtrisent nos données. 85% de nos données, c'est les GAFA. Donc, c'est eux qui ont nos emails chez Gmail, Apple, le cloud, etc., tout ce qu'on fait. Globalement, les services gratuits qu'on a sont stockés chez ces GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. La deuxième ligne, c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Donc ça, c'est l'ère des plateformes. Ils sont arrivés dans un deuxième temps. Et puis, en Chine, il se passe aussi beaucoup de choses et ils sont très en avance avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc c'est eux aujourd'hui qui maîtrisent la data, les maîtres du monde, si on veut, ceux qui créent le futur de l'industrie, ça vient de ces gens-là parce que c'est eux qui maîtrisent la data, comme le disait Alec Ross. Et ils ont des budgets R&D gigantesques. 18 milliards pour Google de R&D par an, Amazon pareil. Donc c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de capitalisation et qui vont créer des nouveaux services alors que la recherche est un petit peu à la traîne avec des budgets recherche nationale, on va dire universitaire, et avec des budgets beaucoup plus faibles que ces entreprises-là. Et puis, nous dit Emmanuel Vivier, que j'aime beaucoup, du Hub Institute. Je vous invite à vous abonner à leur newsletter qui est une mine d'or. Donc c'est un consultant qui conseille le CAC 40. Il nous dit en fait, vos concurrents, c'est plus vos concurrents. Arrêtez de vous regarder les uns les autres, de comparer une banque avec une autre banque ou une assurance avec une autre assurance. En fait, les internautes aujourd'hui sont avertis. Ils savent, ils comprennent, ils savent les ficelles du marketing. La photo du joli burger de McDo, c'est pas la réalité que j'ai quand j'ouvre la boîte, quoi. On a compris, on a repris le pouvoir finalement face aux marques et la communication traditionnelle à la papa, c'est fini. Aujourd'hui, les clients, ils exigent un nouveau standard. C'est-à-dire, c'est un niveau d'exigence. Le niveau d'exigence des clients dans la relation client, il a monté. Quand on regarde les études sur, par exemple, le temps où les clients sont prêts à faire la queue, d'attendre à la caisse, c'est drastique. Avant, je crois que c'était 11 minutes. Aujourd'hui, c'est 1 minute. Maintenant, il y a des nouveaux standards de dire, je veux plus faire la queue. C'est terminé. Quand j'achète en ligne, je ne fais plus la queue. Donc, quand je vais dans un magasin, je veux plus faire la queue. Voilà. Ça, c'est des nouveaux standards. Et ça, Steve Jobs, quand il a créé ses Apple Store, donc avant il y avait des corners à la Fnac ou des revendeurs, là il a fait son magasin pour vendre les Apple. C'est la même chose, c'est un magasin où il a compris le point de friction. On y arrive, cette couture, on peut appeler ça aussi, c'est des moments dans un parcours où c'est pas tout à fait fluide, c'est de faire la queue à la caisse.
Et dans les Apple Store, il n'y a pas de caisse, hein, pour certains, ceux qui y sont allés. Il y a un vendeur qui est à côté de vous et qui va faire la transaction avec vous. C'est aussi l'occasion de faire un petit peu du upsell, donc de vendre une assurance en plus, un câble en plus, ce que vous n'auriez pas pris si vous avez pris juste dans le rayon et puis payé à la caisse. Il est là aussi pour vous conseiller et puis bien sûr faire monter le chiffre d'affaires. Mais en tout cas, il n'y a plus de point de friction de faire la queue à la caisse. Et ça, c'est un nouveau standard. Voilà. Nouveau standard qu'on retrouve dans Amazon Go. Amazon Go, quand vous allez faire les courses, c'est aux États-Unis, hein, là c'est des petites épiceries, on va dire. Il n'y a pas de caisse. Vous rentrez, vous scannez le QR code de votre smartphone, vous êtes identifié. Au plafond, il y a plein de caméras reconnaissance de la tête. Ça vous suit votre parcours. Et puis quand vous sortez du magasin, vous êtes débité de ce que vous avez pris dans le rayon. Voilà. Parcours client, il n'y a pas de caisse. Mais ce qu'il faut vous dire, ce qui est hyper important, c'est que là, les sandwichs que vous avez dans les rayons, c'est les mêmes qu'il y a dans le magasin d'à côté. Et les clients, pourquoi ils viennent là? Ils viennent pas chercher le sandwich, parce que c'est le même, pratiquement, même au même prix. Ils viennent chercher l'expérience client. C'est là le plus important. C'est le même produit au même prix, mais ils viennent chercher de ne pas faire la queue. Cette expérience-là de se dire, moi j'ai une demi-heure pour manger à midi, je ne vais pas me taper 10 minutes de queue à la caisse pour payer mon sandwich. Ils ont compris ce point de friction dans le parcours des personnes sur la pause déjeuner, c'était faire la queue. Donc, on fait des magasins sans caisse. Nouveau standard. C'est la même chose chez Uber, quand ils ont une promesse de se dire, vous avez un taxi en moins de 10 minutes, là, il y a de la gestion de flotte, du big data, hein, pour le coup, d'une grosse gestion intelligente de la flotte pour faire patrouiller les voitures aux bons endroits, au bon moment, aux sorties des théâtres, cinéma le samedi soir, et puis plutôt trajet banlieue-Paris en semaine le matin. Donc il y a toute cette intelligence de gestion de flotte pour répondre à cette exigence client qui est un taxi à moins de 10 minutes. Et c'est ça qu'ils vendent, on vient chercher, voilà, c'est à peu près pareil, on va dire un peu plus sympa à la limite, mais en soi, c'est un trajet en taxi, quoi. Et la fluidité du parcours, je vois en temps réel où est mon taxi, combien de temps il me reste avant qu'il arrive, combien de temps il me reste mon parcours, combien ça va me coûter. Voilà, c'était des points de friction qu'il y avait dans la gestion, dans un parcours client de quelqu'un qui prend le taxi. Ils arrivent sur ce point de friction-là et ils prennent des parts de marché comme ça. Donc, dites-vous bien, on ne se compare pas les uns entre les autres sur le même secteur, on se compare à ce qui existe aujourd'hui dans d'autres secteurs, d'autres éléments, et justement les GAFA sont un bon exemple parce qu'ils ont compris ça, c'est des nouveaux entrants, des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans. Airbnb, il a piqué, mais il a exactement le même nombre de chambres que les hôtels Hilton en beaucoup, beaucoup moins de temps. C'est un nouvel entrant, il a cassé un marché, il appelle la disruption, parce qu'il a compris le parcours utilisateur. Donc ce nouveau standard, en fait, l'exigence des nouveaux clients, c'est une réponse personnalisée. Je veux qu'on me parle à moi, Samuel. Voilà. Et nécessairement, pour votre entreprise, il va falloir travailler sur la simplification. Sur une qualité de réponse, je veux une réponse qui me soit personnalisée et de qualité. Et ça, on travaille sur de la pertinence. Parmi toutes les quantités d'informations qu'on a, comment je fais pour répondre de façon pertinente et de qualité. Bien sûr, un service de qualité. Et là, on va regarder le parcours client. Là, je vous invite, si vous prenez des notes, à regarder quelque chose qui s'appelle la cartographie de l'expérience utilisateur. Et là, vous avez des outils qui permettent justement de suivre le parcours de votre client entre le moment où il va commencer son parcours chez vous jusqu'à la fin, donc la fin service après-vente, réclamation. Comment ça se passe dans tout ce parcours-là? Amazon, ils ont bien compris que c'est là le nerf de la guerre. Vendre un colis, d'être finalement juste un passe-plat, hein, c'est ce que fait Amazon. Ce passe-plat, c'est un passe-plat formidable quand il y a des problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un problème avec Amazon, et on va vous dire, déjà ils répondent vite au téléphone en français, et il va vous dire, soit renvoyez-le, c'est gratuit, ou on vous en renvoie un, vous inquiétez pas, vous l'avez demain. Parcours sans friction, c'est sur ça qu'on va se mettre pour apporter ce service de qualité. Je veux une réponse rapide, donc bien sûr, il va falloir mettre en place certaines formes d'automatisation, d'industrialisation de votre processus. Et puis 24 heures sur 24, on dit aujourd'hui Atawadak, anytime, anywhere, any device, any content. Donc voilà, 4 heures du matin, 3 heures du matin, je veux pouvoir contacter quelqu'un. Donc bien sûr, on va travailler sur la dématérialisation. Ça peut être un chatbot qui répond à 4 heures du matin. On ne demande pas d'être réveillé à 4 heures du matin. Mais à des moments, il va falloir chercher à travailler à dématérialiser certaines choses.
Tout ça pour le service de l'expérience utilisateur. On remet le client, l'utilisateur, au centre de toute cette relation client. Et bien sûr, la data qui va avec, qui va nous générer, qui va nous permettre d'améliorer nos services. On va le voir par la suite. Donc, qu'est-ce que j'entends par expérience utilisateur? Généralement, quand on crée un produit ou un service, on n'est pas l'utilisateur final. Moi, je travaille beaucoup avec des DSI d'entreprise qui travaillent soit en interne, soit pour du client. Mais la DSI, en tout cas les développeurs, les chefs de projet, ça ne va pas être eux qui vont utiliser le service au final. Ils vont le créer, ils ont une commande, et puis après, ils vont passer la main à des utilisateurs finaux. Et bien, ce que je vous invite à faire, c'est un vie ma vie. Vie ma vie d'utilisateur. Appelez-vous comme si vous étiez un client. Faites un client mystère. Rentrez dans votre magasin. Expérimentez la vie d'un client final. Mettez-vous dans les chaussures d'un client. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Généralement, c'est un peu différent de ce qu'on avait pensé. Quand j'ai la vue client, regardez, j'aime beaucoup cette illustration. Quand on se met dans cette position client, on est content. Généralement, on dit ça nous plaît, c'est pas mal. Mais mettez-vous à la place de l'utilisateur, le point de vue n'est pas du tout le même. Hein. On est d'accord, on ne voit pas tout à fait la même chose. Petit passage humoristique, mais bien représentatif, en tout cas, entre ce qu'on imagine que va avoir le client et ce qu'a le client réellement. Donc, on pourrait mettre une problématique qui est, dans ce monde ultra connecté, comment le digital et l'humain, j'insiste, hein, c'est l'humain aussi qui est partie prenante, c'est-à-dire même les mains sur le gouvernail, ils peuvent cohabiter ensemble pour optimiser cette relation client. On a vu dans les attentes des consommateurs, automatisation, dématérialisation, on va devoir rajouter une couche d'intelligence, forcément. Et donc, arrive l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est un ensemble de théories et de techniques qui sont mises en œuvre pour réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence. C'est des machines qui vont simuler l'intelligence. Ça, c'est ce que nous dit Larousse en 2019. Vous allez voir que cette définition, pour moi, elle devient obsolète. Parce que simuler l'intelligence, c'était peut-être vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent et ça ressemble quand même beaucoup à de l'intelligence de la vraie. On va détailler tout ça. Donc, l'IA, elle est rentrée, on va dire, dans le grand public, parce qu'avant, il y a des algorithmes années 50, 80, mais 2011, il y a IBM Watson qui gagne le jeu Jeopardy. Et Jeopardy, c'est l'équivalent de questions pour un champion. On pose des questions, puis il faut trouver la bonne réponse très très rapidement. Et en 2011, l'intelligence artificielle de IBM, qui s'appelle Watson, a gagné le jeu, donc vous la voyez au milieu, donc elle comprend la question orale, elle trouve la réponse extrêmement rapidement et elle le dit avec une synthèse vocale, ça c'est la partie la plus simple. Mais la vitesse de trouver la réponse par rapport aux deux super cracks de culture générale, c'est un exploit en soi, de trouver où va être la bonne réponse. Donc, c'est des moments, on va dire des points de bascule dans l'histoire où on n'est pas sur les échecs. IBM avait déjà, avec Deep Blue, gagné le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est des statistiques, des combinatoires, des probabilités, sûrement, mais en tout cas, c'est de la puissance de calcul brut. On peut faire plein de méga gros calculateurs pour simuler toutes les parties possibles. Avec un gros calculateur, c'est faisable. Mais avoir toutes les réponses à toutes les questions du monde, ça, c'est pas possible de la même façon. Donc, c'est une autre technologie. Et ça, c'est ce qui s'appelle le machine learning. Le machine learning, c'est-à-dire qu'on va apprendre à la machine par système d'entraînement des milliers de fois. Une fois, elle va se tromper, 2 fois, et on répète. On va entraîner ce système d'apprentissage machine learning. Comment trouver la bonne réponse? Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec la programmation traditionnelle? Quand vous faites un programme, le développeur, il va écrire des règles. S'il se passe ça et que tu reçois telle donnée, alors je veux que tu me donnes telle réponse. Ça, c'est la programmation traditionnelle. En entrée, on va faire un programme avec des règles et on va lui injecter des données et on attend des réponses. C'est le fameux si, alors. Dans le machine learning, ça n'a rien à voir. En fait, on va donner les réponses et les données d'entrée. Et ensuite, la machine va trouver toute seule les règles. Elle va trouver, par rapport aux réponses qu'on lui a dit, c'est je veux ça, non tu t'es trompé, je voulais ça. On répète.
et elle va trouver à force cet algorithme adaptatif qui va permettre de trouver cet ensemble de règles. Pour que vous compreniez bien, regardez. Ici, j'ai un lot de photos de chats, de chiens et d'oiseaux, et je voudrais que la machine soit capable automatiquement de trier, de catégoriser ces photos de chats, de chiens et d'oiseaux. Donc pour ça, je vais lui dire, regarde, ça c'est un chat. Regarde, ça c'est un chat. Non, c'est pas un chien, c'est un chat. Voilà. Et à force de s'entraîner, elle va améliorer son modèle de classification, et à la fin, elle saura automatiquement dire ça c'est un chat. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Google. Quand vous tapez une photo de chat, vous avez la liste des photos de chat qui apparaissent dans la partie images, parce que parmi toutes les images qu'elle a emmagasinées sur Internet, l'algorithme a été capable de dire « Ok, ça je sais reconnaître un chat d'un chien ». Parce qu'elle a été entraînée. Et on l'a tous entraîné. Quand vous faites le CAPTCHA, je ne sais pas si vous vous souvenez, encore maintenant, cliquez sur un feu rouge, cliquez sur un passage piéton, cliquez sur un vélo. Là, on entraîne le modèle machine learning de Google. Et puis, c'est des photos de rue. Donc, on est en train d'améliorer l'intelligence artificielle qu'il y aura dans les futures voitures autonomes de Google. Eh oui, on participe à améliorer la future voiture autonome en entraînant cet algorithme en disant « Oui, ça, c'est un vélo, c'est un taxi ». Et puis, deuxième tournant. Alors là, c'est un énorme tournant. C'est en 2016, en fait. Donc, l'algorithme AlphaGo, donc qui appartient à Google, gagne le jeu de Go. Et là, vous allez me dire, sympa Samuel, mais ça ressemble aux échecs quand même, ton truc. Alors, dans le jeu de Go, il faut savoir qu'il y a autant de possibilités de jeu qu'il y a d'atomes dans l'univers connu. Donc là, force brute, c'est pas possible. Il faut rajouter de l'intelligence, forcément, pour anticiper et jouer de façon beaucoup plus intelligente que juste calculer toutes les probabilités possibles, ce qui est impossible. Et là, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y a, vous voyez à gauche, le champion du monde absolu, le maître absolu du jeu de Go, affronte l'intelligence artificielle de Google. Et à un moment donné de la partie, l'IA dit « déplace ce pion ». Ok. Et tous ceux qui regardaient la partie, même les développeurs, c'était beaucoup suivi, les gens, ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ce coup? Pourquoi l'IA demande de jouer ça? Ça n'a aucun sens. » Il y avait des théories, il y a plein de stratégies dans le jeu de Go. C'est un jeu qui a plusieurs siècles, donc on sait comment on joue au jeu de Go aujourd'hui. Mais ce coup-là, dans aucun livre, aucun manuel, il y avait cette stratégie de déplacement. Tout le monde se regarde éberlué en se disant « Mais c'est complètement débile, quoi. » Et en fait, à la fin, l'algorithme gagne. Et puis surtout, ce mouvement qui a été fait, un mouvement qui a interloqué tout le monde, en fait, c'était un coup de génie. C'était un coup de maître. Il a inventé une nouvelle technique, toute seule, qui n'existait pas dans les manuels. Et là, pour moi, c'est de la vraie intelligence. C'est qu'on emmagasine des savoirs, on emmagasine des techniques, on suit des règles, qu'elle a trouvées toute seule en plus, et elle a inventé à partir de ça des nouvelles stratégies. On peut dire donc ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Deep learning, c'est l'Airbus A380 à côté du machine learning, on va dire c'est plutôt un ULM. Pour le machine learning, il faut des milliers de données. Pour le deep learning, il faut des millions de données. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle, on n'est pas du tout dans la même catégorie d'informations. Et puis surtout, il faut des plateformes d'entraînement. Il faut entraîner ces algorithmes avec des millions de données. Donc là, vous voyez, on ne l'entraîne pas sur l'ordinateur de la maison, quoi. Il faut des gros serveurs, des grosses infrastructures. Et le cloud, aujourd'hui, permet ça. Et puis surtout, ce qui est encore plus fou, c'est que la plateforme qui a servi à entraîner AlphaGo, ça s'appelle TensorFlow. TensorFlow, aujourd'hui, Google le met à disposition gratuitement. Sur sa plateforme Google Cloud. Ou même, vous pouvez le télécharger sur d'autres plateformes. Donc, c'est en open source. Tout le monde peut entraîner son algorithme sur ces plateformes dédiées au machine learning. Donc, ce que je suis en train de vous dire depuis le début, c'est on a tout ce qu'il faut. C'est le coût, l'électronique, l'informatique, ça a été divisé énormément. En plus, les plateformes de stockage sont à disposition. On a des outils logiciels aussi qui sont à disposition, même gratuitement. Donc, allez-y. Allez-y, sinon ce sera les autres qui le feront à votre place, en fait. Et bien sûr, toute cette technologie-là, elle a un impact sur la relation client. Il vient au cœur de cette matinée sur l'IA et la relation client. En fait, on va pouvoir inventer des nouveaux services qui répondent à des besoins des utilisateurs. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, c'est dans l'autre sens. C'est mon client, il a un problème dans ce parcours, quelle friction, quel point de friction il a dans son parcours et comment moi je peux l'aider
avec de l'humain ou de l'IA. Hein. C'est pas antinomique. Ce que c'est dit Auchan, par exemple, Auchan, ils ont dit, moi je voudrais savoir faire un bon accord entre ce que j'achète, je sais pas, un rôti et le vin. Et là, pour ça, il y a une application donc, sur Google Home, sur l'application aussi de chat. On peut dire, OK Google, je vais parler avec le conseiller en vin Auchan. Et là, c'est un chatbot qui s'active et te dire, bah voilà, je suis en train de préparer, je sais pas moi, un rôti ce dimanche midi, qu'est-ce que tu me conseilles comme vin? Voilà. Ou je suis en train de faire, je sais pas, du poulet aux patates, là. Qu'est-ce que tu me conseilles comme vin? Et en fonction des arrivages, des promotions, hein, il y a aussi un aspect commercial hein, qui peut y avoir derrière, le conseiller vin, comme si on avait un sommelier à notre disposition. Donc on apporte un service dans ce parcours utilisateur, parce que j'aimerais bien avoir un sommelier quand je fais mes courses pour préparer un joli repas quand j'ai des invités à la maison. Et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'essor du vocal. Le vocal aujourd'hui, c'est 20% des recherches sur mobile et 43% des internautes utilisent cette technologie donc tous les mois, de faire des recherches vocales. Et Google, fin 2020, donc fin 2021 avec le Covid, il voudrait que ce soit 50% des requêtes qui se fassent en vocal. Et donc mon directeur, le président de BETC, il nous dit, regardez les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir, hein, c'est la suite logique, ce sera vos futurs clients. Comment ils font aujourd'hui? Ils dictent, ils tapent plus le SMS, ils s'envoient des vocaux, ils parlent par message interposé et c'est la voix aujourd'hui qui est le support de communication. C'est pas nous avec le pouce, les SMS ou le chat clavier, c'est la voix. Et aujourd'hui, la voix rentre dans cette relation client. Et là encore, Google l'a bien compris, puisqu'ils ont mis en place ce qu'on appelle Google Duplex. Google Duplex, c'est une technologie en fait qui va passer des appels à votre place. En tant que client, par exemple, donc là, pour regarder, il y a une vidéo qui est très très intéressante du patron de Google qui fait chatter, entre guillemets, discuter une synthèse vocale avec un coiffeur. Et la synthèse vocale est capable de s'adapter. Le coiffeur va dire, ah bah non, finalement, midi, c'est pas possible, est-ce que 10 heures, ça vous irait? Oui, ça va s'adapter. Et surtout, en face, le coiffeur, il a l'impression de parler avec un humain. 100% des gens se sont fait avoir parce que dans les voix, les petits, vous savez, you know, la façon qu'on parle comme un humain, elle est parfaitement reproduite dans ces algorithmes de synthèse vocale. Et ça passe des appels à votre place. Et côté entreprise, Calljoy fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il répond à votre place. Donc là, les centres d'appel, c'est remplacé par cette synthèse vocale où on peut prendre des rendez-vous, réserver un restaurant. Voilà, les réponses assez simples qu'on peut avoir. On n'est pas en train de faire une discussion de philosophie, hein, on est d'accord. C'est très calibré, les horaires d'ouverture. Est-ce que vous avez une table disponible à 19h pour 4 personnes? Voilà, tout ça, c'est très simple, on va dire, à programmer. Et Calljoy le fait pour 39 $ par mois. Voilà. Ça remplace ce métier d'assistante, de secrétariat, de quelqu'un qui répond au téléphone à travers le vocal. Et le vocal, on l'a tous dans nos enceintes connectées, certains qui s'y mettent, hein, les enceintes connectées qui rentrent en masse dans les foyers, ça rentre aussi dans les hôtels. Et là, Alexa, au Marriott, c'est une enceinte connectée qui permet de répondre à toutes les questions, à quelle heure ouvre la piscine, amène-moi à manger. Voilà. Et ça peut même aller jusqu'au check-out, où le point de friction, c'était de faire la queue à la fin, quand je dois payer, et je dois mon train à prendre, mon avion à prendre, c'est un peu stressant. Là, je dis Alexa, check-out, et c'est bon, c'est payé, je peux partir. Donc, ce que nous dit Stéphane Mallard dans son livre Disruption, Stéphane Mallard, que j'apprécie beaucoup dans sa vision aussi, de se dire préparez-vous, en fait, il y a un tsunami qui nous arrive dessus, le mieux c'est de savoir surfer, hein. On est en train d'assister à une majordomisation de nos vies avec ces intelligences artificielles. Vous voyez, en fait, le service client, en fait, il va proposer comme des majordomes digitales. Et demain, on sera tous représentés par un majordome digital pour faire les petites actions qui nous embêtent. Ou les gens très riches, ils ont des majordomes qui leur réservent le coiffeur ou qui répondent au téléphone à leur place. Et là, les IA aujourd'hui vont s'insérer sur cette niche-là pour représenter nos interactions. Regarde ce que Samsung est en train de préparer. Donc ça, c'est Samsung Neon. Les personnes que vous voyez là n'existent pas. Ce sont des avatars. Donc, au-delà de la voix, on rajoute l'image aussi et on peut choisir un photographe, une hôtesse de l'air, un coach sportif, une journaliste. Ces gens n'existent pas. Ce sont des objets virtuels
qui ont une synthèse vocale et qui se comportent, qui interagissent aussi avec nos comportements, qui vont s'adapter aussi en fonction de ce qu'on leur dit. Donc là, ça va très très loin, hein, on est d'accord. Au-delà de la voix, on rajoute aussi l'aspect humain. On trouve ces personnages sympathiques, on peut avoir de l'affection aussi pour eux parce qu'on a aussi ce contact visuel. Donc attention aussi aux barrières éthiques. Hein. Ça, je mets un bémol là-dessus. C'est tout à fait compréhensible. Donc je vous parlais tout à l'heure d'IBM Watson. IBM Watson, qui a fait un petit peu sa publicité en gagnant en Jeopardy, aujourd'hui, ils proposent leur service en marque blanche. C'est-à-dire que vous, dans votre entreprise, vous pouvez intégrer cette technologie-là et la revendre à vos clients. Vous allez faire tourner Watson en interne, on va dire en tâche de fond, mais le client en face, il a l'impression de vous acheter votre service, et puis derrière, vous utilisez le service d'IBM Watson. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que fait par exemple le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, aujourd'hui, il traite 40 millions d'emails clients par an. Et pour améliorer leur satisfaction client, ils ont Watson qui tourne en tâche de fond, qui va lire, entre guillemets, oui c'est ça, hein, qui va lire les emails, et puis qui va les classer non pas par ordre chronologique, comme on a dans notre boîte mail normale, mais qui va les classer par ordre de priorité. Et est-ce que c'est des montants, est-ce que c'est une relance, etc. Ça va permettre d'améliorer la satisfaction client, parce que l'opérateur, donc le conseiller bancaire qui va traiter ces emails, il va voir les choses les plus urgentes pour toujours améliorer la satisfaction client. Mais attention, ce que nous dit le professeur Ganassia, c'est qu'en fait, quand vous utilisez Watson, vous faites rentrer le savoir-faire. Donc, vous transférez en fait votre savoir-faire à IBM. Vous payez, ça vaut quelques millions déjà, et puis ensuite, vous allez alimenter l'IA d'IBM avec vos données. Donc, IBM Watson va être encore plus intelligent, encore plus fort, et vous allez payer pour ça. Donc, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est pourquoi on ne s'en ferait pas un nous-mêmes, en tout cas une IA maison ou une IA européenne ou française à la limite. Mais attention aux technologies américaines aussi qui profitent de nos données pour s'améliorer. Et en plus, ils nous font payer pour ça. Donc, c'est quand même très intelligent. C'est très, très malin. Donc, attention sur ces questions-là. Et puis après, le risque de dépendance technologique aussi, de se dire, finalement, j'ai tout transféré, je ne peux plus m'en passer. Donc, toutes ces questions d'éthique, de gouvernance, sont bien sûr à réfléchir avec ces questions-là. On arrive à la fin de cette présentation, on va parler de l'organisation, User and Data Centric. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est pour votre client final. Et pour ça, on va récupérer de la data. On va récupérer des informations sur ce qu'il fait pour être dans un cercle vertueux. Regardez ce qui se passe chez Netflix. Netflix, il y a le pouvoir de la recommandation. Ils vont regarder ce que vous regardez, c'est ça, hein, comme s'ils étaient au-dessus de votre épaule. Ils vont noter toutes les séries, les films que vous regardez et vont vous recommander des films ou des séries qui sont censés vous plaire parce que vous avez aimé certains types de films et puis des gens comme vous ont aussi regardé ce type de film. Donc, en croisant toutes ces informations, ils sont capables de recommander des nouveaux films et des séries. Donc, pour vous rendre accro, hein, le but c'est ça, hein, de vous rendre dépendant, captif de leur plateforme. Et si vous avez toujours des choses intéressantes à regarder, vous n'allez pas vous désabonner. Par contre, si vous arrêtez de regarder parce que vous ne trouvez rien qui vous plaît, là, ça peut être un risque pour eux. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est que les gens mentent, mais les actions ne mentent jamais. Et ça, j'aime beaucoup cette citation parce que ça revient à ce que je disais au début. Entre ce que je fais et ce que je dis, il y a une décorrélation. Mais là, c'est la même chose. Là, je vais regarder vraiment ce que les gens font. Et on travaille sur de l'A/B testing chez Netflix. Les gens A, on va dire, le type de personnes vont voir le parrain, là, tel type de vignette, et puis d'autres types de gens vont voir une autre type de vignette, et puis on va regarder celle qui clique le plus. Et en fonction de ça, je vais susciter l'intérêt de mes utilisateurs par rapport à telle ou telle vignette. Donc ça va même jusqu'à ce niveau de détail-là. Et ce qu'ils nous disent, c'est que ça permet d'éviter 1 milliard de dollars par an de résiliation. En rendant captifs les gens, ils n'ont plus des abonnés, donc ça fait finalement gagner 1 milliard de dollars par an grâce à cette intelligence artificielle. La même chose qu'on retrouve chez Amazon, hein. Il y a que, voilà, je vous ai montré ma page d'accueil d'Amazon, des livres sur la formation, la pédagogie, technique d'animation, c'est mon métier, il a compris, j'achète des livres, je regarde des livres sur ces sujets-là, donc il va me recommander toujours des livres dans ce sujet-là et me rendre aussi captif avec la plateforme. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que analyser, traiter les données, bien sûr dans le respect du RGPD, dans le traitement des données que vous récoltez sur vos clients,
Le but, c'est de récolter des données de qualité. Parce que voilà, dans vos filets, vous récoltez beaucoup de data. Enfin, je vais en garder celles que j'ai besoin pour faire mes traitements. Et grâce à ces data, je vais avoir la possibilité de créer des nouveaux produits, des produits qui sont beaucoup plus désirables. Ces produits désirables vont m'amener des nouveaux clients. Ces nouveaux clients vont fidéliser mes clients actuels et vont m'amener des nouveaux clients qui vont eux-mêmes me fournir des nouvelles données, etc. Donc j'ai enclenché un cercle vertueux. Donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour la relation augmentée. Regardez les user and data centric, l'excellence de la relation client, c'est des entreprises qui l'ont compris et qui l'appliquent. Le numéro 1, donc KPMG nous dit numéro 1 de la relation client, c'est les hôtels Mercure. Les hôtels Mercure, ils font tout le temps, ils suivent le NPS, donc Réputation Performance Score. Ils sont tout le temps des auto-diagnostics de leur établissement, comment je suis dans l'amélioration continue par rapport à des data, par rapport à des métriques que je collecte. Et puis, ils vont mettre en place aussi de la promotion d'initiatives locales. Voilà. Chaque hôtel dans le monde entier va aussi avoir des partenariats avec des acteurs locaux. PayPal, numéro 2 de la relation client. PayPal, j'ai jamais vu une banque ou une boutique physique PayPal. Et pourtant, c'est le numéro 2, tout le monde trouve ça parfait. On va prendre en compte les feedbacks, les retours, les produits vont être co-créés, on va faire venir des clients potentiels, leur dire ensemble, on va réfléchir quelle serait la meilleure façon pour faire ça. Et Maïf, numéro 3 aujourd'hui, qui était numéro 1 en 2018, toujours dans ce top 3 trio de tête, parce qu'ils ont bien compris que ça vient des clients et de l'expérience utilisateur. Alors Samuel, tu vas me dire, t'es bien sympa, mais qu'est-ce qu'on fait? Plus d'humain ou plus de virtuel? On va faire une petite matrice. Si on fait 100% humain, on oublie le digital. Là, on ne répond pas aux attentes des utilisateurs. Dématérialisation, automatisation qu'on a vu précédemment. Si on ne fait pas de digital, pas d'humain, débrouillez-vous, allez-y, je vous laisse les clés de la maison. Je pense qu'on fait tous faillite. Ce n'est pas la bonne solution. Si on fait que du digital et pas d'humain, dans certains cas, ça marche. Boursorama Banque, les gens sont très contents. Là, je vais vous parler de Fizi. Fizi, c'est une assurance programmatique où vous êtes remboursé automatiquement quand l'avion atterrit avec plus de 2 heures de retard. Ça va regarder l'heure du billet et l'heure de la tour de contrôle. Et puis, s'il y a 2 heures de décalage, vous êtes remboursé instantanément. C'est un algorithme, en fait. C'est un programme qui va le faire automatiquement. Et il n'y a pas besoin de bons de retard, d'aller envoyer quelques justificatifs que ce soit. Ça se fait instantanément. Et c'est très bien. Donc, dans certains cas, ça marche. Mais au final, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer ce qu'on appelle la relation augmentée? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un monde où finalement le digital est au service de l'humain? L'humain, dans ce qu'on a de plus beau, c'est-à-dire que nous, on reste un expert de l'empathie. On peut accompagner des moments compliqués des gens. Il y a des moments, ça va et l'algorithme le fait bien. Mais au moment où j'en ai le plus besoin, c'est ce que chez Google, ils appellent les moments de vérité. Les moments de vérité, c'est le moment où vous allez dire « Waouh, c'est génial » ou « Plus jamais ça, je ne veux plus en entendre parler ». Peut-être repenser à un moment où vous avez eu, besoin de votre assurance. Généralement, l'assurance, on le paye pour rien. Et c'est tant mieux, parce que tout va bien. Mais le jour où j'en ai le plus besoin, comment ça se passe? C'est ces moments de vérité, en fait, de se dire « Waouh, c'était bien, je suis content d'avoir eu cette assurance » ou « Ah c'était nul et je voudrais en changer ». Mais c'est à ce moment-là que je vais prendre cette décision, vous voyez, ce switch, ce pivot. Et là, l'exemple qui nous montre chez Airbnb, c'est que si ils prennent l'exemple en fait d'un parent qui envoie leurs ados 17-18 ans à Londres, vendredi soir, 22h, il pleut, normal, c'est Londres. Et là, ils appellent « Allô papa, il y a quelqu'un dans la maison ». Voilà, là on est dans un pic de stress. C'est quoi ce bordel quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Airbnb quoi? J'avais réservé et là il y a quelqu'un dans la location. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle Airbnb, on dit il y a un problème. Et l'Airbnb vous dit vous inquiétez pas, un taxi les attend en bas, ils vont être relogés, surclassés et on vous rappelle dès qu'ils sont dans leur nouveau logement. C'est parfait. Ce moment de vérité, vous voyez, ce point de friction, ce moment de stress, il a été géré par de l'humain. C'est l'humain qui a pris en charge de trouver un taxi, trouver le relogement, etc. Et chez Airbnb, il y a une autre partie, par exemple le classement des photos, c'est une intelligence artificielle qui s'occupe de ça. Personne chez Airbnb classe, ça c'est une photo de piscine, une photo de chambre, une photo de cuisine.
On envoie par l'eau les photos, les autres envoient par l'eau leurs photos de leur maison. Et automatiquement, l'IA est capable de catégoriser, classer ces photos. Donc, on décharge ces tâches à faible valeur ajoutée et on concentre les gens, le personnel de chez Airbnb, sur le support. Parce que c'est là, en fait, où les gens vont se dire « Waouh, en fait, super, chapeau, c'était bien. Je me suis senti écouté et la prochaine fois, j'aurai confiance et ma confiance augmente parce que j'ai eu cette expertise de l'empathie à ce moment où j'en avais le plus besoin, ce moment de vérité. » Et je terminerai par cet exemple-là sur USAA, qui est l'assurance des vétérans et des militaires, donc de l'armée américaine, où ils ont une application mobile, où ils peuvent prendre en photo leur accident de voiture, et instantanément, ils savent le montant des réparations. En fait, avoir un accident de voiture, c'est un moment de stress, et de se dire, voilà, j'en sais rien, combien coûte le phare de ma voiture, est-ce que finalement les vacances, c'est foutu, voilà, combien la mutuelle, enfin l'assurance pardon, va me prendre en charge. Toutes ces questions, ça me stresse. Et là, avec cette application, j'ai la réponse instantanément. C'est l'assurance, elle va voir le montant des dégâts, elle va faire un devis en intelligence artificielle, elle va simuler ce devis. Et il y a même des journalistes qui ont testé le système et ils ont envoyé des photos d'accidents de voiture à des carrossiers, ils ont demandé des vrais devis et c'était juste à 93%. Donc ça marche, en fait, c'est juste. Et dans ce parcours utilisateur dont je vous parle depuis le début, quand je vais dégainer mon téléphone pour prendre en photo mon accident de voiture, j'ai eu un accident de voiture. Donc, faut déclencher des actions derrière. Il y a un scénario, en fait, qui va se mettre en place. Comme quand je sors du magasin d'Amazon Go, j'ai fini mes courses. Je l'ai compris, en fait, à travers mes mouvements. Ouais. Donc, je déclenche la photo. La photo, elle arrive directement à l'assureur. L'assureur, il voit les dégâts. Automatiquement, l'IA calcule le montant des dégâts et des réparations. Mais derrière, on voit bien que sur cette photo, la voiture, elle n'est pas prête de redémarrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Faut déclencher les secours, il faut déclencher la dépanneuse. Et puis, ces personnes, leur fin de trajet aussi. Donc, ils appellent, ils disent « Ah, monsieur Dumas, vous inquiétez pas, la dépanneuse arrive dans 18 minutes. Vous allez être relogé à l'hôtel pour ce soir. Et demain matin, une voiture vous attendra pour terminer votre voyage. » Parfait. Ce moment de vérité de se dire « Ah, là, je suis bien content de payer une assurance. » J'apporte cette valeur, ce service au moment où j'en ai le plus besoin. Il y a de l'IA qui va calculer automatiquement le montant des travaux, des réparations. Et il y a de l'humain qui va apporter cette expertise de l'empathie, qui va rassurer et qui va faire la gestion du parcours utilisateur, du parcours client pour qu'il, lui, finisse son propre parcours. Donc, on va créer ce qu'on appelle le client augmenté avec cette relation au centre. Avec plus de connexions, je vais multiplier les points de contact, c'est du téléphone, du chat, de l'email, c'est le client qui choisit, il y a des, regardez, là j'ai un problème avec Air France sur changer un billet, les gens ils posent leurs questions sur Twitter, et Air France répond sur Twitter, comme ils répondent au téléphone. On est là, où sont mes clients? Donc, on va créer plus de conversations, plus de commodité, donc ce côté de majordomisation dont je vous parlais, et bien sûr, plus de choix, ça va me permettre de créer plus de nouveaux services pour améliorer toujours plus cette relation client. Toujours en étant au centre de ce que l'homme sait faire de mieux, être un expert de l'empathie. Je vous remercie pour votre attention. Et je passe la main à Nicolas s'il y a des questions. Merci Samuel pour ton intervention. Alors écoute, j'ai pas de questions là dans le volet de questions-réponses. Je pense que tout était clair du coup pour les personnes qui ont assisté au webinaire. Est-ce que tu veux peut-être donner un mot de la fin, quelque chose à rajouter avant qu'on conclue? Oui, c'est de se dire par quoi je commence en fait. Ça peut être une question qu'on a souvent de se dire nous on n'est pas Google, hein, donc quand on est une TPE, PME, je vois bien ce qui se passe ailleurs. Donc comment je peux commencer à m'intéresser à ces sujets-là, donc sans parler tout de suite d'intelligence artificielle ou quoi, mais de remettre le client au centre. Et ce que je vous invite à faire, c'est cette cartographie de l'expérience utilisateur. Regardez sur Google, tapez cartographie expérience utilisateur. Il y a des outils qui existent et qui vous permettent de se poser, on va dire une demi-journée avec vos équipes et se dire comment je peux voir ces points de friction. Comment je peux voir où dans le parcours, à la fois de mes fournisseurs ou de mes clients, c'est des deux côtés, ça marche aussi, se dire là où ça frotte un petit peu et qu'est-ce que je pourrais inventer, qu'est-ce que je pourrais créer comme nouveau service ou acheter des solutions existantes sur ces parcours utilisateurs. Est-ce que c'est de la supply chain? Est-ce que c'est de l'ERP? Après, on passe la main à Nicolas pour ces sujets-là. Mais d'identifier ces points de friction, c'est une première porte d'entrée.
Eh ben, merci Samuel du coup pour tout ça, c'était assez clair. Voilà, bah, écoute, merci pour ton intervention. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 22 octobre et qui sera consacré au BIM, donc aux outils numériques pour les projets de bâtiments. Voilà, merci à tous, bonne journée.